Mais l'histoire de ma vie de Casanova, c'est-à-dire le titre des mémoires de Casanova, est fait de morceaux successifs. On peut, moi en tout cas, je m'imaginais pouvoir choisir celui qu'il faudrait au moment où il le faudrait. Et sans savoir exactement lequel ce serait. Or, au moment où je l'ai pu, parce que une productrice qui est ici avec moi m'a dit que c'était possible et qu'on pouvait le faire, j'en ai choisi, enfin je me suis dit qu'il y en avait 2 ou 3 qui étaient pour moi pensables. Et puis il y a un acteur, qui est l'acteur là, en l'occurrence, Vincent Lindon, qui interprète dans le film que vous avez vu, Casanova, a déclaré que c'était lui et personne d'autre. Et donc, du coup, dans les quelques morceaux, comme vous dites, de l'histoire de ma vie qui m'intéressaient, on a décidé de prendre celui qui nous semblait le mieux convenir à cet interprète-là. Je dis interprète plutôt qu'acteur. Donc la responsabilité du choix de ce passage vient à Vincent Lindon. Exactement. Mais littéralement. D'accord. Vraiment. Ça aurait pu être un autre, et d'ailleurs au départ, Christina Larsen qui est là et qui est la productrice peut témoigner du fait que c'était d'un autre épisode de la vie de Casanova que je leur parlais. Voilà. Pour le coup, est-ce que la modification de l'image qu'on peut avoir en général de ce personnage de Casanova est intervenue dans votre projet à vous après? Non, parce que cette modification-là, pour moi, elle était présente dès la première lecture que j'ai fait des mémoires de Casanova. Je me disais, tiens, là, il y a un truc, c'est là que c'est... Alors, je parle là, je sais qu'il y a des psychanalystes dans l'assistant. Je me suis dit, c'est là que c'est réel. C'est là qu'il y a du réel dans tout ce qu'il raconte. Là où il ramasse, voilà, là où ça lui revient comme violemment ça lui revient dans la gueule. Voilà. Et alors pour le coup, qu'est-ce qui résiste là-dedans? Comment résiste, voilà. Là, tout d'un coup, ça lui résiste. Et le réel, c'est ce qui résiste. On a pu raconter l'histoire de la littérature française et la littérature galante comme une sorte de négociation, de commercialisation quasiment de la résistance féminine. Comment vous configurez cette chose-là? Mais là, ça va très loin. Hein. Ah, oui. Oui, parce que tout d'un coup, une qui est à tous, est à tous, elle le sait, elle l'expose, mais pas à lui. C'est là que la question commence. Alors, peut-être une deuxième question concernant le travail après la sélection de ce passage, dont la responsabilité incombe, dit-on, à Vincent Lindon. Oui, enfin, il ne faut pas non plus exagérer, parce que libre à moi... de toute façon. Non, mais c'est ça, non, mais vous avez raison, mais libre à moi de refuser. Et libre à nous de dire non, pas question, on fait autre chose, etc. Mais voilà, il y a un type qui arrive, qui déboule dans un bureau où on prépare un film, où on parle de ce qu'on pourrait faire à partir de Casanova, et qui dit Casanova, c'est moi, d'une certaine façon, c'est moi. N'ayant jamais lu une ligne de Casanova, hein, parce que ni avant ni après, Lindon n'a jamais lu quoi que ce soit de Casanova. Mais c'est ça qui est assez passionnant. Et à partir de cette idée, qui est l'idée reçue de Casanova, disant, lui, c'est moi qui vais le faire pour des raisons X, Y, Z, que je préfère ne pas connaître, avec un tel
un tel, je sais pas, une telle propension à la vérité, en disant c'est moi, et si tu ne le fais pas avec moi, tu ne le feras pas. Moi, je reste perplexe, mais en même temps, j'acquiesce. Du côté, donc, dans l'étape suivante, pour la préparation du scénario, ce récit qui est écrit par un homme, qui est donc adapté par un homme, son scénario est préparé en même temps avec Jérôme Beaujour d'une part, et puis avec Chantal Thomas d'autre part, avec qui vous aviez déjà travaillé donc sur Les Adieux à la Reine. Ouais. Quelle importance accordez-vous à cette mixité qui se décide à ce moment-là, puisque là, une femme intervient dans l'écriture? Ouais, enfin oui, c'est une femme, pas de doute, mais en l'occurrence, c'est une femme qui est une spécialiste de Casanova. Oui, oui, je sais, oui. Ouais. Mais alors, comment les tâches se sont-elles définies? Ils étaient deux, l'un qui est un écrivain que je connais bien, qui a déjà écrit des scénarios pour moi, mais qui n'avait pas de rapport particulier à Casanova, et que j'ai trouvé bon, allez savoir pourquoi, de mettre en cheville avec une. Alors c'est sans doute pas indifférent que ce soit une, mais qui est tout occupée de Casanova. Chantal Thomas. Oui, merci. Mais, effectivement. Et alors, donc, continuons un petit peu sur cette mixité, ou sur cette... Mais à vrai dire, non, mais il y a aussi ce que je fais du scénario. Le scénario, pour moi, c'est une hypothèse. Après, moi, je ne réponds que de ce que je fais. Donc, ce que je fais, c'est ce que je fais du scénario aussi. Je le mets en lambeaux, éventuellement. Vous voyez ? Donc, votre responsabilité se décide un peu plus tard. Non, mais c'est moi, il n'y a que moi. Enfin, il s'agit que de moi là-dedans. Je suis désolé, ça peut paraître dire moi 3 fois est un peu hyperbolique, mais le fait est. On dit un film de Benoît Jacot, c'est moi. Oui, oui, d'accord. Mais j'essayais un petit peu de mélanger les genres et puis les responsabilités. Pardon, c'est un peu... Alors j'aurais une petite question encore, si on m'accorde le temps. Comment ? Concernant la déviation ou bien le déplacement de la violence, puisque dans les mémoires, dans l'histoire de ma vie de Casanova, c'est Monsieur Casanova qui casse la figure de la demoiselle, alors que dans le scénario dans lequel vous n'avez évidemment aucune responsabilité, eh bien, c'est la maman donc de la jeune fille qui lui casse la figure. Alors, est-ce que cette sorte de déplacement-là peut prendre sens dans, je ne sais pas, des problématiques, ne serait-ce que des problématiques contemporaines, puisque vous faites un film en costume, vous faites un film en costume, aujourd'hui, donc on est en 2019. Sans doute. Non, mais il n'y a pas de doute. Je le fais aujourd'hui, en 2019, en 2018. Donc, évidemment, c'est un film aussi costumé soit-il, est un film d'aujourd'hui. Merci pour les Et je suis... oui. Voilà. Mais alors, pour le coup, cette décision ou cette modification, elle n'est pas innocente du tout. Non, elle n'est pas du tout innocente. Du tout. Mais moi, je peux répondre à ça. On s'est rendu compte en travaillant que le personnage féminin, s'il n'était pas aidé par l'emprise qu'avait sur elle sa mère, apparaissait aujourd'hui, au regard d'aujourd'hui, peut-être par des gens qui n'avaient pas de culture historique, où elle était machiavélique, où elle était cruche, en gros. Et que le fait qu'on ramène le personnage de la mère en avant beaucoup plus permettait d'avoir de l'empathie pour elle et de l'agrandir, en fait, quelque part. Oui, et en même temps, ça rend le personnage de Casanova plus intéressant. Aussi, il y avait une espèce de balance. Je dirais presque... Ouais. Je sais pas, c'est juste quelque chose que je ressens. S'il va jusqu'au bout de cette folie, justement aller jusqu'à la violence, une violence physique sur la femme
qu'il n'arrive pas à avoir, c'est quand même, je trouve que c'est quand même donner une dimension un peu déroutante. S'il ne va pas jusqu'au bout ici. C'est-à-dire que s'il la C'est-à-dire s'il ne l'arrose pas. Non, s'il la violente, c'est très déroutant. Et il peut aller jusque là. Enfin, c'est le seul. Je pense, enfin, quand vous dites que Casanova n'est pas forcément que ça lui donne une dimension plus grande, moi j'aurais envie de dire que la vraie dimension, c'est s'il est violent. Enfin, mais bon, ça va jusqu'au bout de sa folie. Oui, enfin, pour moi, qu'est-ce qui irait au bout? Le regard qu'on aurait sur lui, c'est de voir que quelqu'un qui nous déroute totalement. Il n'est pas déroutant, là? Je pense que, enfin, c'est mon avis, j'ai l'impression qu'il est un peu moins. Que? C'est-à-dire que c'est une démesure, Casanova, c'est une démesure, et je trouvais que si on enlève cette violence, ça enlève un peu de cette grande folie. Non, entre ce qu'il est et, mais c'est juste un détail. Mais il est complètement dérouté dans le film. Oui, voilà. On ne sait pas qu'il soit. Ça, oui, mais dans le film, il est dérouté. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il soit dérouté, pas qu'il soit déroutant. Oui, c'est ça. Vous voyez? Oui, je vois. Ouais. C'est vrai, mais en fait, je vous donne un avis personnel. Non, mais je comprends, mais justement, ce qui m'intéresse, c'est qu'il soit complètement dérouté. Voilà, c'est ça la différence. La question que lui pose une femme le déroute entièrement. Voilà, c'est ça. Tout d'un coup. En fait, vous y êtes vraiment. Comme si toutes les femmes, soi-disant, qu'il avait eues, ne lui avaient jamais posé aucune question. On n'avait jamais incarné aucune question. Et tout d'un coup, il y en a une qui décide d'incarner la question. Oui. La question qu'une femme peut poser à un homme. Et là, il en est totalement dérouté. Mais dans ce sens, c'est exact, en fait. C'est exactement ça qu'on sent. Bon, ben alors tout va bien. Tout va bien. Mais il est moins déroutant. Il est moins déroutant, oui, parce que, bon, mais après tout, pas tant que ça. Quand on lit réellement, enfin, moi, je les connais bien, du coup, et depuis longtemps, les mémoires de Giacomo. Et c'est comme ça. Il est pas déroutant. Il est pas déroutant. Il est parfois dérouté, et là, spécialement. Et c'est ça qui le rend si accessible et si délicieux quand on lit ses mémoires, et qui, moi, m'a donné depuis très longtemps envie de faire quelque chose à partir de ces mémoires. C'est un point de vue qui est différent. Ça sûrement. Mais ouais, c'est parce bien. que évidemment, j'ai pas fait ce film au XVIIIe siècle. C'est un film très... Il n'y a pas de temps dans les sentiments, dans les émotions. Je suis bien d'accord. Vraiment, en tout cas. Merci. Dernière question pour ce qui me concerne. Je Dernière question donc, concernant ce qu'on pourrait appeler des figures finalement qui reviennent très régulièrement dans votre cinéma depuis très longtemps. Quelque chose qui relève, enfin un peu longtemps. Donc quelque chose qui relèverait, disons, du commencement, ce qu'on avait grossièrement appelé l'incoatif une fois dans des discussions qui avaient eu lieu ici, et ce qui, c'est vous qui avez certainement. Oui. Et donc d'autre part ici il y a quelque chose qui se conjugue d'une autre façon, me semble-t-il, c'est-à-dire que comme dans Les Adieux à la Reine, eh bien le commencement se combine à une fin. Non, mais il a raison, c'est la bonne question. Ouais. Quand ça commence, ça finit. Et quand ça finit, c'est que ça a commencé. En même temps, c'est pas une fin. Ce qui se passe, c'est son dernier amour, mais c'est pas la fin. C'est le commencement de la fin de sa vie, dit-il dans le livre. Et en même temps, c'est
d'emblée, il est donné comme quelqu'un qui écrit à la fin, à son terme, et qui écrit et qui raconte ce qui lui est arrivé, ça en particulier, au nom de la fin qu'il s'en proche. Donc, merci Jean, merci d'avoir été là ce soir. Merci Jean. Je donne donc le micro à Christina, donc qui est productrice du film, pour les films du lendemain. Comme c'est important pour Benoît, je tiens à le rappeler ici, un film c'est artistique et c'est économique. Oui, mais c'est voilà. Et ça n'est artistique qu'à condition d'être économique. Et économique sans doute, en l'occurrence pour moi, qu'à condition d'être artistique. Ça veut dire que l'exigence artistique est absolument impérative dans, enfin je peux me permettre de le dire, dans sa conduite industrielle. Voilà. Voilà. D'où l'importance que Christina a ce soir, des questions. Merci Jean d'avoir introduit ces questions-réponses. Comme à son habitude, nous faisons des questions-réponses. Je vois non, c'est pas le micro, c'est important que tout le monde puisse entendre la réponse. Bonsoir. Bonsoir. J'ai des questions très concrètes, comme ça va être des réponses rapides. Bien sûr. Je vais vous demander du coup quel était le budget du film, parce que j'ai pas réussi à trouver le budget. Le budget, le nombre de jours de tournage. Le budget est de 5,8 millions et on a tourné 36 jours hors voyage, donc 38 en tout. Budget, pardon, j'ai pas entendu. 5,8 millions. 5,8 millions. Et d'accord, du coup, je vais me présenter. Bonjour, je m'appelle Gauthier, je fais partie d'un média qui s'appelle Univers, qui est un webzine culturel pour le tout. Voilà. Et je sais pas, je me demande si je fais ça aussi. Oui, non. Et donc je pose la question tout simplement puisque je sais que c'est compliqué de faire un film aujourd'hui en France, et encore plus compliqué de faire un film en costume, encore plus avec des décors, encore plus avec des acteurs, encore plus pas si compliqué que ça. Et ben c'est pour ça que je vous posais la question. À moi? Le réalisateur et la productrice. C'est quoi la question en fait? Là, en l'occurrence, du coup, c'était la question sur le budget, le nombre de jours de tournage, si vous aviez eu des problèmes sur le tournage, etc. Comme non, on n'a pas eu de problème sur le tournage. Benoît fait souvent beaucoup de films de Benoît sont des films en costume et il est considéré comme étant avoir un public et a priori en ayant une espèce de possibilité de vie de film en costume. Moi, je fais partie des gens qui pensent que Les Adieux à la Reine ont redonné vie au film en costume, au film français il y a quelques années. Et je suis pas la seule puisque une partie des financiers le pensent aussi. Après, c'est une équation entre, comme pour tous les films, qu'ils soient en costume ou pas, entre le coût du film et ce qu'on pense être le nombre de spectateurs qui vont aller le voir en salle. Donc c'est plus l'intérêt du film et du sujet qui va, et donc l'intérêt élargi par le biais de l'histoire, du sujet, du casting et du metteur en scène. C'est une équation large qui fait que les gens vont penser qu'il est bon ou pas, enfin les financiers vont penser qu'il est bon ou pas d'investir dans ce film plutôt que dans un autre. Et en réalité, il n'y a pas plus de difficulté, pour moi, selon moi, à produire un film en costume qu'un film contemporain. Bonsoir, je voulais parler plutôt de la matière picturale. Alors, la Faveur veut que le musée des Beaux-Arts de Rennes abrite des toiles du frère de Casanova, Francesco. Oui. Et les toiles sont plutôt tempétueuses et orageuses. C'est des toiles de nuit où on voit des cavaliers et je les connais. Les chevals se dresser. Et on a un peu cette impression de voir Casanova justement dans une situation très tendue, qui lui résiste parce que Casanova, c'est un maître de la faveur, de l'occasion. Il rebondit d'aventure en aventure et il rebondit sur ses pieds. Là, on voit le cheval se cabrer
devant l'obstacle. Et moi, je voulais plutôt vous questionner sur la matière picturale. Dans Les Adieux à la Reine, les lumières de nuit sont crépusculaires. On tient les bougeoirs à la main et on voit les lumières se réverbérer sur les murs de manière très tremblante. Ici, la lumière de nuit est très douce, très chaude. Moi, j'y ai vu ces toiles à Vienne où il y a des lumières de banquet qui éclairent vraiment le plaisir de la vie. Et je voulais savoir comment vous travaillez la matière picturale. Est-ce que vous vous plongez dans l'admiration de toiles pour travailler votre film? Non, mais je crois pouvoir dire que je connais bien la peinture dont vous parlez, mais quand je travaille avec un opérateur, et en tout cas avec Christophe Bouquin qui a éclairé ce film que vous venez de voir, on ne parle pas de tableau. On essaye de trouver une dramaturgie lumineuse selon les scènes, mais vraiment selon les scènes, selon ce qui se passe. Et vraiment sur un critère où l'esthétique est commandée par la dramaturgie, par ce qui est en train de se passer. Donc c'est plus ou moins obscur, plus ou moins éclairé, mais avec toujours aussi cette idée qu'on est en train de faire un film qui est, je le dis parce que c'est pas l'idée la plus répandue. Un film qui est censé représenter une époque d'avant la dite fée électricité. Vous voyez, c'est-à-dire à une époque où traverser une rue était une aventure mortelle. Ou dans les recoins des maisons, on ne voyait que ce qu'une bougie ou deux ou trois éclairait. Voilà. Et donc, les contraintes dramaturgiques, les paramètres même dramaturgiques, les perspectives dramatiques que ça peut induire. Et ce que ça peut induire aussi cinématographiquement, à savoir, moi je pense que au fond, le cinéma c'est l'art de montrer ce qu'on cache ou de cacher ce qu'on montre ou de montrer ce qu'on montre et de cacher ce qu'on cache. Mais en tout cas, ça joue sur ce paradigme-là, cette opposition-là. Et que donc on a fait la lumière comme ça. Mais de façon, d'ailleurs, assez intuitive, plus intuitive que réglée. Mais en tout cas pas référée à je ne sais quel tableau. Bon, on les a toujours en tête, forcément. Ce sont nécessairement des références, voilà. Et puis qu'en plus on a chacun, on connaît pas forcément les mêmes choses, mais avec l'opérateur, le directeur de la photo, on ne compulse pas des archives, des tableaux, des séries de tableaux, ou même la vision de films précédents, pour se dire on va faire comme ci, on va faire comme ça, on va aller par-ci, par-là. Au contraire, on essaie de se mettre dans cette position où il n'y avait que les lumières qu'on sait qu'il y avait et où on se débrouille avec. Voilà. On voit comment ça pouvait se passer comme ça, dans ce monde lumineux là. En même temps, vous travaillez avec un comédien qui fait une demande sur un film, sur un personnage, sans jamais avoir lu une ligne sur Casanova. Bon, ça, c'est pas grave. Alors, non, mais du coup, c'est bien que c'est... Non, les pires des interprètes sont les interprètes savants. C'est-à-dire ceux qui, tout d'un coup, en sauraient plus long que personne sur ce qu'ils sont en train d'interpréter. Alors qu'un garçon comme ça, qui juge sur la foi du peu de choses qu'il sait de Casanova, décide qu'il va l'interpréter, voilà, il a, à mon avis, plus de chances d'accéder à une vérité du rôle qu'un acteur qui chercherait partout. À mon avis, hein, mais en même temps, ça peut peut-être très bien marcher comme ça. Hein.
Oui, moi je voulais simplement revenir sur une scène qui, moi, m'a beaucoup touchée. C'est celle du pont, au moment où il va face à l'insupportable du réel, comme vous l'avez souligné, il n'y a plus d'abord pour lui, et que la rencontre avec son ami et la parole, le langage, va remettre un peu sur pied. Voilà, la force du langage, chère à la France, vous avez bien précisé. Voilà. Je trouve que ça illustre, pardon, cette scène illustre vraiment ça, il me semble. Enfin, je vous fais confiance, mais je vous fais confiance parce que je crois que oui, en effet. Parce qu'il y a ce personnage est très étrange et intéressant, celui qui s'appelle Clermont dans le film, et qui est une espèce d'ami un peu ambigu, et qui est, enfin un peu beaucoup ambigu, et qui est toujours là, et qui arrive là comme si il veillait sur lui, et qui est gardien. Oui, voilà, et qui quand Casanova s'étonne qu'il soit là, alors qu'il est en train de le sauver du suicide qu'il est proche de faire, lui répond, mais c'est vous qui me sauvez. Ouais. Vous voulez que je sois d'accord? Je crois que vous êtes d'accord. Oui. Bah oui, mais parce que au fond, tout le monde parle de ça. Dès qu'on a parlé vraiment de quelque chose, on parle de ça. Ouais. Oui, c'est vraiment un fil conducteur quand même, et aussi par rapport à, je me souviens d'une phrase que vous disiez quand j'étais venu ici, sur ces destins qui bifurquent, les lignes de vie qui bifurquent, c'est quand même c'est aussi un thème qui vous tient à cœur et qu'on retrouve un peu aussi finalement avec Casanova ici, puisqu'il change de vie. Ouais. Là, c'est l'homme. Ah voilà, mais ça change tout quand même. Oui. Si je peux dire. Pas d'autres acteurs ou à préparer un casting pour d'autres personnes? Oui. Moi, je pensais pas du tout le faire avec lui. D'accord. Est-ce que c'était un autre épisode de la vie? Même, non, ça, alors, non. Je pensais absolument pas à ça. Il a appris, sans que je le sache, que je prépare, enfin, que j'avais l'idée de faire ça. Il est déboulé dans un bureau de production où on travaillait, et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il foutait là, et il m'a dit, je te l'annonce, Casanova, c'est moi. Voilà. Mais vraiment, elle était là. Donc, à partir de là, j'ai regardé ceux qui étaient là, à savoir les deux, parce que quand même, je le connais bien, donc je me dis, qu'est-ce que c'est du lard, du cochon, je ne sais pas. Donc j'ai regardé les producteurs, elle et son coproducteur, les scénaristes, dont Chantal Thomas. Ils avaient l'air de trouver ça très bien. Donc, enfin, pas mal, en tout cas. Donc je me suis dit, voyons voir. Voilà. Lui sur un autre film, et il m'a dit, qu'est-ce que tu fais maintenant? Je lui ai dit, je vais rendez-vous avec Benoît pour parler de Casanova. Il m'a dit, ne dis rien, j'arrive. C'était un coup de théâtre, quoi. Non, mais déjà, rien que ça, c'était assez fort et assez casanovien, d'une certaine façon. C'est ce que m'a dit Chantal Thomas immédiatement après. Mais je fais ce que j'ai dit à Chantal Thomas, mais enfin, t'avais l'air de trouver ça bien, mais ça te fait quoi? Tu dis quoi? Et elle me dit, non, mais c'est Casanova qui est rentré dans cette pièce, en disant, c'est moi. Voilà. Et puis c'est tout. Ah non, mais pour travailler le rôle, Vincent, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que ça passe pas par le rôle, il s'en fout de savoir qui était Casanova, même ce que c'était que le XVIIIe siècle, mais c'est une succession et une accumulation de détails, c'est-à-dire les bagues au doigt, la perruque, vous n'imaginez pas. On a passé 3 mois sur cette perruque à la moindre boucle, le moindre truc, le moindre dégagement de trucs comme ça, et la tête et tout ça, mais des mois là-dessus.
Alors, la démarche, parce que Vincent Lindon, mais ça, c'est fait pour un metteur en scène, c'est extraordinaire. Vincent Lindon, c'est un mec qui marche comme ça. Il arrive comme ça. Et là, il met un pas, je lui ai montré, il a suffi que je lui montre, et que je lui dis, si tu fais pas ça, tu seras grotesque. Si tu es en costume comme ça, et si tu ne marches pas un pied devant l'autre, tu seras grotesque. Et immédiatement, il a dû. Alors, moi, il me l'a montré, mais j'imagine que pendant des nuits, parce que c'est quelqu'un qui ne dort pas et qui s'obsède, il était dans son appartement, avec sa fille, ou je sais pas laquelle de ses copines, en train de faire des démarches comme ça, et de leur demander, je suis grotesque, ça va, qu'est-ce que t'en penses, etc. Voilà. Voilà, elle est d'époque. Ça, tout ça est très, voilà. Il fallait qu'il fasse avec des choses, des contraintes d'époque. Le costume, tout ce qu'il n'a jamais fait de sa vie. Parce que c'est un acteur, c'était ça la déjure pour lui. En fait, je crois que c'est pour ça qu'il est rentré dans cette pièce et qu'il a pris ce rôle. D'abord parce qu'il est très ami avec moi et qu'il pensait qu'avec moi, je le laisserais faire. Et ensuite parce qu'il voulait montrer qu'une fois, il pouvait faire un truc aux antipodes de tout ce qu'on le voit faire. Le délégué syndical, le chômeur en burning, je sais pas quoi, etc., etc. Voilà. C'est-à-dire le Gabin, Ventura, etc. de nos jours. C'est l'imagination qu'il a de sa carrière. Donc tout d'un coup, il voulait, avec moi, c'est ça qui était touchant pour moi, avec moi et pour moi, faire un truc complètement... Il est crépusculaire. Est-ce que depuis l'interprétation du film que vous avez fait chez Thomas, vous n'avez pas tourné dans les films crépusculaires? Moi, c'est marrant parce que j'ai une phobie du crépuscule, personnellement. Hein, je supporte pas les couchers de soleil, tout le bazar dans lequel on s'extasie, je supporte pas. Bah oui, c'est ça qui est curieux. Pourquoi ça me... Enfin, c'est lié d'ailleurs, c'est parce que je supporte pas que dans les films, sans doute, ça finit sur le point du jour. Ouais, ça finit sur le lever du jour. Ouais. Heureusement pour moi. Voilà. Oui. Alors c'est vrai que j'aurais pas pu finir